Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est ce stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui, mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes.
Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité. C'est toi qui la cultives ou la négliges chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face. Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction.
L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de temps ramé sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable. On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire.
La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage. Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi, ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort.
La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir. Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies.
Pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion. Quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place. La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant.
Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une autotromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. La plupart des gens parlent trop et écoutent peu. C'est inconfortable de l'admettre, mais souvent nous remplissons l'air de mots juste pour nous sentir présents, comme si la valeur de ce que nous disons se mesurait en quantité et non en impact. La réalité est autre. Celui qui tire des mots sans contrôle perd son autorité. Le respect se négocie à chaque conversation et, que cela te plaise ou non, ton influence dépend moins de ce que tu dis et plus de comment et quand tu choisis de te taire. Il y a un coût psychologique à parler sans réfléchir, une dette interne qui se paie par une perte de crédibilité et d'opportunité. Les stoïciens l'ont compris avant tout le monde. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de filtrer chaque mot comme si tu devais rendre des comptes à la fin de la journée. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Une pause bien placée génère plus de tension qu'un discours interminable. Chaque fois que tu choisis le silence stratégique, tu entraînes ton caractère. Chaque fois que tu transformes une affirmation en question, tu ouvres des portes au lieu de dresser des murs. Ici, tu ne trouveras pas de trucs bon marché ni de promesses vides. Il s'agit de forger une communication qui pèse, qui laisse une empreinte et qui élève ton image dans n'importe quel environnement. Choisis tes mots comme on choisit ses batailles. Peu, précis, nécessaire. Celui qui contrôle le silence contrôle la conversation. Parler moins est un acte de pouvoir. Allons approfondir cette compétence. 1. Parle seulement lorsque tu apportes une réelle valeur. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils ont peur de passer inaperçus, mais en réalité, ils finissent par devenir invisibles simplement en remplissant l'espace avec des mots sans poids. Parler pour parler, lâcher des phrases pour apaiser l'anxiété de se sentir inclus ou pour masquer des insécurités, c'est la recette parfaite pour devenir du bruit de fond dans l'esprit des autres. Si tes mots n'apportent pas de valeur réelle, tu es tout aussi superflu qu'un commentaire irrélevant dans une conversation d'ascenseur. Tu veux être pris au sérieux. Commence par cela. Chaque fois que tu ouvres la bouche, demande-toi si tu ajoutes vraiment quelque chose. Pas ce que tu aimerais ajouter, pas ce dont ton ego a besoin pour se sentir important, mais quelque chose qui a du poids, qui change la direction de la conversation, qui fait gagner du temps ou de l'énergie à l'autre, qui remet en question une fausse croyance ou qui construit une solution. S'il n'y a pas cette contribution, ferme la bouche et observe comment l'inconfort du silence commence à travailler en ta faveur. L'excuse de « c'est juste moi, j'aime discuter » est un déguisement pour la paresse mentale. Parler beaucoup parce que c'est comme ça que je suis, est comme dire que tu préfères ne jamais entraîner tes muscles parce que la paresse fait partie de ton identité. De telles excuses te maintiennent seulement faible, irrélevant et oubliable. L'habitude de filtrer ce que tu dis n'est pas de la répression, c'est de l'autogouvernance. C'est la différence entre un amateur et quelqu'un qui prend sa réputation au sérieux. La prochaine fois que tu seras tenté de parler impulsivement, souviens-toi que chaque mot sans substance est un investissement perdu. Tu paies avec ta crédibilité et tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que plus personne ne t'écoute. Ne confonds pas présence avec protagonisme. Beaucoup de gens croient que pour être respecté ou mémorable, il faut occuper tous les espaces, mais ceux qui font vraiment la différence sont ceux qui choisissent quand intervenir et quand observer. Parler seulement lorsque tu as quelque chose de précieux à apporter est inconfortable, car cela te rend vulnérable à la possibilité du rejet, de l'erreur, de ne pas briller à chaque instant.
Mais cet inconfort est un entraînement. C'est le prix à payer pour construire une voix qui a du poids. Chaque fois que tu choisis de te taire, lorsque tu n'as rien d'utile à dire, tu affines ton jugement, tu entraînes le muscle de la conscience de soi et tu laisses clairement entendre que tu n'es pas un de ceux qui tirent des mots au hasard. Ta voix ne prend de la valeur que lorsqu'elle n'est pas en promotion permanente. Ne donne pas ton opinion par habitude, ni ne remplis les vides parce que tu ne supportes pas le silence. Parle lorsque tu as quelque chose qui transforme le moment, pas seulement lorsque l'urgence d'être entendu t'envahit. C'est simple, celui qui filtre ce qu'il dit multiplie son influence. Celui qui parle pour parler disparaît. 2. Utilisez le silence comme outil de pouvoir. 2 personnes assises face à face dans un café. L'une vient de lancer une opinion, elle attend une réaction, mais tout ce qu'elle reçoit est une pause inconfortable. L'autre, au lieu de répondre immédiatement, observe, laisse l'air peser un peu plus. Le silence s'étire et dans ce petit espace sans mots, quelque chose d'invisible se produit pour tous ceux qui regardent simplement de l'extérieur. La tension monte, l'attente se multiplie et soudain la conversation n'est plus contrôlée par celui qui parle le plus, mais par celui qui sait soutenir ce vide sans trembler. La plupart des gens ne supportent pas ce moment. Ils le remplissent avec n'importe quelle phrase, une blague, une clarification, même une excuse inutile. Pourquoi? Parce qu'au fond, le silence nous terrifie. Il nous menace avec l'idée que si nous ne remplissons pas l'espace, nous perdons le contrôle, nous restons à découvert. Mais la vérité est l'inverse. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la conversation et parfois même la dynamique entière d'une relation. Le silence n'est pas absence, c'est une présence extrême. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots pour avoir du poids. Il faut plus de force intérieure pour supporter une pause inconfortable que pour exprimer une opinion. L'impulsion automatique de répondre tout de suite, de se justifier, d'expliquer, de contredire, vient d'insécurité profonde. Peur d'être mal compris, peur de perdre l'approbation, peur de porter les conséquences de ne pas réagir. Utiliser le silence comme outil de pouvoir est un entraînement psychologique brutal, car cela vous oblige à tolérer l'inconfort de ne pas avoir le contrôle apparent, de laisser l'autre révéler plus de lui-même pendant que vous maintenez simplement le regard et le calme. Chaque fois que vous choisissez d'attendre 2 secondes de plus avant de répondre, vous envoyez le message que l'anxiété ne vous contrôle pas, que vous avez du discernement, que vos mots ne sont pas à vendre en échange d'une acceptation bon marché. Le silence vous met à l'épreuve. Il vous confronte à l'addiction à la gratification instantanée que procure le fait de parler. Il vous oblige à écouter vraiment, à lire le langage non verbal, à détecter les nerfs, les doutes, les contradictions chez l'autre. Et surtout, il vous donne l'occasion de réfléchir avant de balancer des mots qui, par la suite, vous pèsent comme une dette. Les stoïciens le savaient. Parlez peu, mais pensez beaucoup. Le silence est l'outil le plus sous-estimé de l'influence. Celui qui le supporte le gouverne. N'ayez pas peur de la pause. Transformez-la en votre terrain sûr. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de parler juste pour alléger la tension, rappelez-vous ceci. Parfois, la plus grande force ne se manifeste pas dans la voix, mais dans la capacité d'attendre. Celui qui maîtrise le silence n'est jamais désespéré. Celui qui ne supporte pas le vide se trahit. 3. Filtre tes mots avant de les exprimer. Il y a quelque chose d'inconfortable que nous admettons rarement. La plupart du temps, nos mots sortent de manière incontrôlée, comme s'il y avait un mécanisme automatique qui se déclenche verbalement avant que la conscience ne se réveille. Je me suis surpris à réagir, à donner mon avis ou à défendre des idées que, si j'y pensais 2 minutes de plus, je ne dirais jamais à voix haute. C'est une sorte de réflexe conditionné par la précipitation intérieure de ne pas vouloir me sentir hors de place, de ne pas porter l'inconfort de paraître indifférent ou distant. Mais ce pilote automatique a un coût invisible. Le respect s'érode, la perception de ton jugement se fracture et tes mots commencent à perdre le poids qu'ils devraient avoir.
C'est ici qu'intervient une décision inconfortable mais nécessaire. Filtrer chaque mot avant de le lâcher, même si cela implique de paraître moins spontané ou même plus froid. Tu ne filtres pas pour te censurer, tu filtres pour te gouverner. Le processus est plus mécanique qu'il n'y paraît. Chaque phrase que tu penses dire passe d'abord par le tamis de la vérité. Est-ce que ce que je vais dire est réel ou est-ce que je l'exagère pour impressionner, me justifier ou remplir le vide? Si la réponse n'est pas un oui catégorique, le mieux est de se taire. Ensuite vient le filtre du besoin. Est-ce que cela ajoute vraiment quelque chose à la situation ou cela va-t-il juste nourrir mon besoin de me sentir inclus ou validé? La plupart des commentaires, si tu es brutalement honnête, ne cherchent que la reconnaissance, pas des solutions. Enfin, le filtre de l'intention. Ce que je vais dire est-il constructif ou cherche-t-il simplement à avoir raison, à marquer son territoire ou à décharger ma frustration? S'il n'y a pas d'intention claire d'apporter quelque chose, tu n'obtiens qu'une augmentation de la distance émotionnelle ou intellectuelle avec les autres. La pratique constante de filtrer les mots est l'un des entraînements les plus difficiles, car elle te confronte à tes propres mécanismes de défense. L'urgence de te justifier, l'addiction à l'approbation, la peur de rester invisible. Mais le résultat est brutal. Quand tu ne parles qu'après avoir réfléchi, les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention. Ton opinion acquiert un poids spécifique, et ce qui était auparavant du bruit se transforme en une présence réelle. Chaque mot a un coût, et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils le paient avec leur propre crédibilité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le filtre est ton assurance psychologique. Il réduit le risque de regrets, de conflits inutiles et d'érosion des relations importantes. Parlez moins, pensez plus, filtrez toujours. L'autocontrôle commence sur la langue. Ce que tu dis te définit bien plus que tu ne l'imagines. Une seule phrase inutile peut te coûter des jours de confiance. Les mots sans filtre sont une dette émotionnelle que tôt ou tard tu devras rembourser. 4. Formule des questions au lieu d'imposer des idées. Un marteau qui ne sait que frapper ne construit jamais une porte qui s'ouvre. Chaque fois que tu imposes ton idée comme un coup sec sur la table, tu fermes une entrée invisible dans l'esprit de l'autre. Observe la scène, une salle de réunion, lumière blanche, papiers étalés, quelqu'un croise les bras, la mâchoire tendue, le regard baissé, esquivant le contact direct. L'atmosphère se charge de l'électricité muette de la résistance. Peu importe à quel point ton opinion est logique, ni combien de raisons tu as. Si tu la lances comme un poids mort entre vous, tu ne fais que pousser l'autre à se retrancher derrière son orgueil. Personne ne se laisse transformer par des ordres déguisés en arguments. Ce qui bouge vraiment, c'est la porte entrebâillée d'une question bien posée, celle qui n'impose pas, mais qui invite. La différence est subtile et brutale. Tandis qu'une affirmation bloque des chemins, une question ouvre des routes internes que même l'autre personne ne voyait pas. C'est l'art de semer l'inconfort fertile. Tu observes comment l'autre s'arrête, sa respiration change, ses doigts tambourinent sur la table, sa pupille se déplace cherchant une réponse propre, pas une réplique mémorisée. C'est là que se produit la véritable transformation d'une conversation, non pas quand tu gagnes, mais quand l'autre est contraint de repenser ses certitudes. Le geste change, le ton baisse, la posture se détend ou se tend, mais l'air n'est jamais le même après une question qui dérange sans attaquer. Il n'y a pas de défense possible contre une question honnête. L'esprit doit s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu pour tenter de répondre. Pose des questions, non pas pour exhiber ce que tu sais, mais pour montrer que l'autre compte. C'est un défi silencieux. L'as-tu vraiment réfléchi? Peux-tu soutenir cet argument au-delà de l'habitude? Ne dis pas « les choses sont ainsi ». Demande « quelle preuve as-tu de cela ?» ou « comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» Observe comment l'ambiance change, la sensation de siège disparaît, une tension productive apparaît, un investissement émotionnel dans la réponse. Parlez moins, posez plus de questions. C'est comme cesser de pousser une porte fermée avec l'épaule et commencer à chercher la clé avec patience. Il n'y a pas de raccourci. L'influence réelle se construit à base de questions inconfortables et de temps pour que l'autre pense.
Les gens se souviennent de qui les a invités à découvrir, pas de qui leur a imposé des croyances. Si tu veux que tes mots aient un écho, fais de la question ton outil principal. La question ouvre des chemins que l'imposition bloque. Apprendre à poser des questions n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence stratégique. Cela te place dans la position de celui qui guide sans forcer, de celui qui provoque la réflexion sans détruire le lien. Ainsi, ta présence pèse plus que n'importe quel argument. Celui qui pose des questions dirige la conversation sans élever la voix. 5. Maîtrise ton langage corporel dans chaque dialogue. Ton corps parle toujours plus fort que ta bouche, même si tu fais semblant de ne pas t'en rendre compte. Élimine l'excuse de « c'est comme ça que je suis », car ton langage corporel n'est pas un accident, c'est un reflet entraîné de ce que tu penses de toi-même et de ce que tu crois mériter dans chaque interaction. Si tu marches voûté, si ton regard se détourne, si tes mains tremblent ou jouent avec n'importe quel objet, ne le justifie pas en disant que c'est ta façon d'être, c'est un abandon déguisé en authenticité. Ce que tu projettes physiquement est la somme de toutes tes insécurités tolérées et de toutes les peurs que tu n'as jamais osé affronter. Les gens te jugent en quelques secondes et tu continues à penser que l'important est le contenu de ton discours. Erreur brutale. Le respect est d'abord accordé à la posture, pas à la parole. Tu peux lire 1000 livres, mais si ton dos crie l'insécurité et que tes yeux se cachent, personne ne te donnera le bénéfice du doute. La présence n'est pas génétique, c'est une décision quotidienne. C'est une discipline physique et mentale qui se travaille chaque fois que tu choisis de ne pas t'affaler sur une chaise, chaque fois que tu soutiens le regard au lieu d'éviter le contact, chaque fois que ta voix sort claire et ferme, même si à l'intérieur tu ressens la pression de céder. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Arrête de bouger comme si tu demandais la permission. Personne ne respecte celui qui supplie de l'espace avec son corps. Le langage corporel est le premier filtre. Si tu échoues là, tout le reste se dévalue avant même de commencer. Il ne s'agit pas de feindre des postures de pouvoir vides. Il s'agit d'aligner ta présence externe avec ton intention interne. Redresse le dos, relâche les épaules, détends la mâchoire. Arrête le pied qui tremble d'anxiété. Si le contrôle de soi commence sur la langue, il se consolide dans le corps. Ta posture n'affecte pas seulement la façon dont les autres te voient, elle conditionne aussi ce que tu te permets de penser de toi. Un corps recroquevillé est un esprit recroquevillé. Un regard ferme est une déclaration silencieuse que tu n'es pas une proie facile. Personne ne te confère d'autorité, tu la transmets ou tu la perds dans les 5 premières secondes. Chaque fois que tu entres dans une conversation, rappelle-toi que les autres ont déjà rendu leur verdict avant que tu ouvres la bouche. Tu décides si cela joue en ta faveur ou contre toi. Contrôler ton langage corporel n'est pas de la manipulation, c'est du respect pour ta présence. Ne te cache pas derrière des gestes faibles, ne cède pas de territoire avec des mouvements incertains. L'influence est physique avant d'être mentale. Fais en sorte que ton corps parle clairement ou prépare-toi à ce que tes mots soient ignorés. L'attitude se construit depuis la posture, pas depuis la fantaisie que l'important est le contenu. Celui qui maîtrise son langage corporel domine la conversation avant de prononcer un seul mot. Ton corps est ta première déclaration. Fais en sorte qu'il pèse. 6. Reste calme face à toute réaction extérieure. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais la réaction des autres t'affecte beaucoup plus que tu ne voudrais l'accepter. Tu te dis que tu es fort, que tu as du jugement, que tu ne dépends pas de l'approbation des autres. Mais il suffit d'un rictus de désapprobation, d'un froncement de sourcils, d'un silence glacial ou d'une réponse cinglante pour que l'insécurité commence à travailler de l'intérieur. C'est automatique. Ton esprit interprète chaque geste comme un jugement. L'anxiété accélère le pouls, l'orgueil se met sur la défensive et soudain, tu commences à réagir, à justifier ou même à adoucir ton ton pour éviter le conflit. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'à cet instant, tu as perdu le contrôle de la conversation et que tu l'as remis sur un plateau. La véritable influence ne se mesure pas à ce que tu réussis quand tout coule de source,
mais à ta capacité à maintenir un calme absolu lorsque l'atmosphère se tend et que la réaction de l'autre essaie de te déstabiliser. Le premier instinct est presque toujours émotionnel. Tu ressens le coup d'une critique, un rire sarcastique, un regard d'incrédulité et ton cerveau déclenche les alarmes. Le corps le ressent comme si l'on te dépouillait de ta valeur, comme si ton argument dépendait de la réaction des autres pour être valide. Mais le principe stoïque est brutal. La seule chose que tu peux contrôler est ta réponse, pas la réaction de l'autre. Chaque fois que tu permets à un geste extérieur de déterminer ton état intérieur, tu te fragmentes un peu plus. Ta sécurité devient une puce de poker que l'autre peut jouer quand il le souhaite. C'est pourquoi la discipline la plus difficile n'est pas de parler peu ni de contrôler le langage corporel, mais de maintenir le même calme, la même clarté et le même ton même si ton interlocuteur se sent mal à l'aise, s'énerve ou te remet en question ouvertement. Le véritable autocontrôle n'est pas de rester immobile, c'est de ne pas permettre à la réaction des autres de dicter ton prochain mouvement. Des mécanismes internes commencent à te saboter. Le besoin de plaire, la peur de perdre une relation, l'urgence de défendre ton point de vue pour ne pas te sentir faible. C'est un dialogue interne qui s'active sans que tu t'en rendes compte. C'est là que tu dois intervenir avec une honnêteté brutale. Réagis-tu pour défendre ton ego ou pour apporter quelque chose de réel? Si ton calme dépend du climat émotionnel de l'autre, tu es prisonnier de toute fluctuation extérieure. La liberté psychologique commence là où s'arrête la dépendance aux applaudissements ou à l'approbation. L'entraînement est inconfortable. Supporter l'inconfort d'une réaction négative sans céder à la nécessité de te justifier ou d'adoucir ta position juste pour soulager ton propre malaise. Supporter le poids du désaccord sans chercher refuge dans la complaisance. Soutenir le regard, maintenir le corps ferme, laisser le silence travailler au lieu de l'étouffer avec des explications vides. C'est ici que se construit le véritable respect, celui qui ne s'agenouille pas devant la pression sociale, ni ne négocie son jugement en échange d'un calme superficiel. Reste calme face à toute réaction extérieure. Celui qui ne s'énerve pas dirige l'interaction. Ta sérénité est ton territoire. Celui qui ne le défend pas le perd toujours. 7. Pratiquez quotidiennement la communication intentionnelle. Un collègue vous demande comment vous avancez avec ce rapport qui est en attente depuis des jours. Il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, mais vous ressentez la pression dans la façon dont il attend votre réponse, les yeux attentifs, la pause brève. Vous lâchez un « ça avance, je le termine presque », même si vous savez que vous n'avez pas fait de progrès. Vous auriez pu dire la vérité, vous auriez pu demander de l'aide ou établir une limite claire, mais vous choisissez la sortie rapide parce que l'habitude pousse plus fort que l'intention. C'est ainsi que le pilote automatique s'installe. Lorsque vous ne pratiquez pas la communication intentionnelle, chaque petite interaction devient une somme de réponses réflexes, de phrases apprises, d'excuses à moitié pensées et de silences que vous ne choisissez pas, mais que vous tolérez. Ce qui semble être une simple conversation de couloir est en réalité le terrain d'essai où vous entraînez ou sabotez votre crédibilité et votre pouvoir de décision. Parler sans intention revient à laisser d'autres écrire votre scénario à votre place. Analysons le mécanisme. Votre esprit détecte une menace mineure, la peur de décevoir, le désir de ne pas avoir l'air mal, l'urgence de ne pas montrer de faiblesse. En quelques dixièmes de seconde, vous cherchez la réponse la plus confortable, celle qui expose le moins vos flancs. Mais ce confort a un coût. Chaque fois que vous choisissez des mots par réflexe, vous renforcez la croyance que votre opinion n'a pas tant d'importance, que votre vérité ne mérite pas le petit risque d'être dite. La communication intentionnelle exige que vous mettiez un frein à cet automatisme. Il ne s'agit pas de construire des discours théâtraux ni de devenir froid, mais de décider à chaque instant à quoi vous utilisez votre voix. Voulez-vous informer, défendre, soutenir, négocier ou simplement survivre à l'inconfort? La plupart ne se le demandent pas et ainsi, jour après jour,
Leur présence se dilue jusqu'à ce que le poids de leurs mots disparaisse. Parler pour parler est une fuite lente d'influence. Les conséquences sont cumulatives. Vos relations personnelles se remplissent de malentendus. Vos limites deviennent invisibles. Votre réputation dépend de l'interprétation des autres et non de votre clarté interne. Pratiquer la communication intentionnelle est un entraînement quotidien, pas une recette magique. Cela exige que vous fassiez une pause d'1 demi-seconde avant de répondre, que vous filtriez l'urgence de plaire et la peur de ne pas vous intégrer. Cela signifie choisir, même si cela coûte, la réponse qui vous représente vraiment. Même si parfois cela signifie dire « je n'ai pas encore le rapport » ou « j'ai besoin de plus de temps » ou même garder le silence si vous n'avez rien d'utile à apporter. Chaque mot intentionnel est un investissement dans votre respect de soi et dans la qualité de vos liens. Celui qui parle avec conscience cesse d'être une victime de ses réflexes et commence à concevoir l'impact qu'il veut avoir sur le monde. Ne laissez pas l'habitude décider à votre place. Choisissez les mots qui vous construisent, pas ceux qui vous cachent. Pratiquez l'intention dans chaque conversation, car la somme de vos réponses quotidiennes est la biographie de votre caractère. 8. Sois précis et bref dans votre communication. Parfois, je me surprends à parler comme si j'essayais de combler un vide que personne d'autre ne voit. Je bouge les mains, je cherche des mots et je m'écoute de l'extérieur, ressentant comment chaque phrase s'allonge sans nécessité, comme si la peur de ne pas être compris me poussait à tourner en rond sur le même point. Le corps le sait avant l'esprit. La mâchoire se tend, les doigts se crispent, la respiration devient plus superficielle, quand je sens que la clarté m'échappe entre des explications superflues. C'est inconfortable de l'admettre, mais cette insécurité sous-jacente me pousse à surexpliquer, à remplir les espaces avec des détails qui ne font que distraire, à perdre le fil de ce que je veux vraiment dire. Le résultat est brutal. Plus je m'étends, moins mes mots ont d'impact. Et dans le regard de l'autre, je vois comment la tension se dissipe, comment le message devient faible, presque irrélevant. La brièveté n'est pas froideur, c'est précision. Être précis, c'est avoir la discipline de couper tout ce qui est inutile, de choisir le mot exact même si cela demande plus d'efforts, de laisser de côté la paille mentale qui ne sert qu'à apaiser mon anxiété, mais pas à communiquer. La scène est simple mais révélatrice. 2 personnes assises l'une en face de l'autre, tasse de café à la main, le murmure du lieu en arrière-plan. L'un parle pendant des minutes, s'embrouillant dans des justifications, des exemples, des répétitions. L'autre hoche la tête par politesse, mais ses yeux cherchent des voies d'évasion. Sa posture se referme, le pied commence à bouger sous la table. La précision se remarque dans la réaction physique de l'autre. Quand tu es direct et clair, le corps se détend, l'attention se concentre, la réponse arrive sans effort. Quand tu te perds dans des détours, l'intérêt meurt avant que tu termines ta phrase. Ce n'est pas une question de paraître intelligent ou d'impressionner, c'est un acte de respect. Le temps et l'énergie de l'autre sont limités. Chaque mot inutile est un fardeau que tu lui passes, une dette qu'il n'a pas demandée. La communication efficace est comme aiguiser un couteau. Il ne s'agit pas de couper pour couper, mais de faire en sorte que chaque mouvement ait une intention et une direction. La précision, c'est dire seulement ce qui ajoute, ce qui clarifie, ce qui résout. La brièveté, c'est laisser le silence compléter ce que les mots n'ont pas besoin d'expliquer. Parler avec précision ne signifie pas être sec. Cela signifie que chaque phrase a un but concret. Le muscle de la brièveté se travaille à l'effort, en choisissant consciemment ce qui reste à l'extérieur. Parle seulement de ce qui est nécessaire, dis seulement l'essentiel. C'est la ligne qui sépare celui qui pèse vraiment de celui qui ne fait que prendre de la place. Si tu veux laisser une empreinte, apprends à tailler tes phrases jusqu'à ce qu'il ne reste rien de superflu. Personne ne se souvient des explications interminables, seulement des sentences qui vont droit au but. Sois bref, sois précis. Celui qui économise des mots multiplie son impact. 9. Respecte ton authenticité en interagissant. Tu es comme une statue sculptée par des coups étrangers chaque fois que tu renonces à ton authenticité dans une conversation.
Il n'y a rien de plus coûteux que de te trahir pour t'intégrer, dissimuler ou t'adapter à ce que les autres attendent de toi, juste pour recevoir la mendicité de l'approbation. C'est brutal. Tu passes ta vie à affiner ta voix intérieure, mais la peur du rejet te pousse à porter des masques, à moduler tes opinions, à réprimer ce que tu penses vraiment parce que tu crois que être toi-même est trop risqué, trop disruptif. Et ainsi, tu deviens un produit des attentes des autres, pas l'auteur de ta propre présence. Ne viens pas avec l'excuse que tu le fais juste pour éviter des conflits ou pour ne pas déranger. C'est la plus pauvre des excuses de l'auto-illusion. L'authenticité n'est pas un ornement que tu choisis de porter quand l'environnement est confortable, c'est la colonne vertébrale de ta véritable influence. Si tu te trahis dans les petites choses, tu t'effondres dans les grandes.